raconte, s'écoute, se lit et se regarde. En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu comme une espèce de révélation de me dire que je me trouvais exactement là où je voulais être et que j'étais en train de faire exactement ce que je voulais faire. Et donc, là, j'étais dans un cybercafé, c'était en mai. Et il y a un moment, moi, je comprends rien, un énorme boom, tout le plafond qui nous tombe dessus et tout. Et donc, c'était... et bon, bref, et j'étais avec une copine, mais on se voyait même plus tellement il y avait de la poussière partout. Juste parce que, voilà, on est en terrain de guerre, on n'a plus obligé d'être qui on est. Et du coup, on a toute la liberté de devenir quelqu'un de complètement extraordinaire. Raconte la rencontre. Bonjour Véronique de Viguerie. Bonjour Anthony. Comment on fait? On se tutoie, on se voit? On peut se tutoyer, hein, moi ça me va bien. Allez, parfait, on part sur le tu. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Bon, bah, je m'appelle, comme tu l'as dit, Véronique de Viguerie. Je suis obligée de dire mon âge ou pas? Ce n'est pas une obligation. Non, On reste discret. Non, j'ai 46 ans, j'ai 2 petites filles et je suis reporter spécialisée plutôt en zone de conflit depuis maintenant 22 ans. Et tu viens d'où à la base? Je viens du sud de la France, de Toulouse. Ok. Et pour contextualiser ici, on se retrouve dans ton appartement parisien. Et justement, derrière toi, il y a une carte qui n'est pas tout à fait anodine. Est-ce que tu pourrais nous en parler 2 minutes? Oui, bah derrière moi, on a la carte de la planète. Et j'ai mis avec mes filles toutes des petites aiguilles partout là où j'étais allée. D'une part, c'était aussi pour montrer à mes filles, comme elles sont, bon, maintenant elles ont 10 et 12 ans, mais je fais ce métier depuis qu'elles sont nées, un peu concrétiser géographiquement les endroits où je partais. Et tu fais ça depuis longtemps? Ce métier, oui, depuis 22 ans. Et justement, avant, on va peut-être en revenir à la base, comment tu as commencé tout ça? Comment un jour tu deviens photographe en zone de conflit? C'est pas anodin quand même. Non, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait ça. En fait, quand j'étais plus jeune, je voulais un métier un peu d'aventure. Donc, je m'étais dit, je vais être j'ai passé toute mon enfance à Carcassonne. Il y a des parachutistes militaires. Je m'étais dit, bon, bah tiens, je vais être paramilitaire, parachutiste chez les militaires. Mon père m'a dit, en gros, il est hors de question, si tu es militaire, que tu sois au bas de la file, quoi. Il faut que tu sois au moins un officier, donc il faut passer une maîtrise. Du coup, j'ai fait du droit, donc rien à voir. Et après, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai pas du tout envie d'être ni avocat, ni juge, ni rien. Je veux vraiment partir à l'aventure, découvrir le monde. Donc, je me suis dit peut-être journaliste. Donc, j'ai passé le concours de l'ESJ, je crois, et puis j'ai échoué assez lamentablement. Parce qu'en fait, je crois que l'écriture, c'est pas du tout pour moi. Et en fait, j'avais toujours bien aimé la photo. Et je sais pas, j'ai eu besoin de lire un livre d'une photographe, photojournaliste, pour me dire, mais en fait, c'est devant mes yeux. En fait, j'aime la photo, et donc je veux écrire des histoires dans le monde en photo. C'était le livre de qui? C'est un livre anodin. En fait, tout le monde me demande à chaque fois, je vais y réfléchir, mais non, c'est un livre pas du tout important, que je crois que j'avais loué, mais qui pour moi était, et bêtement, je me rappelle même pas le titre, c'était écrit par une auteure. Et voilà, et après je me suis dit, ben voilà, en fait c'est ça, c'est fait pour moi. Donc je suis partie en Angleterre en me disant que si jamais si j'étais pas douée en photo, au moins j'aurais appris l'anglais. Et j'ai eu la chance immense que un journal local dans lequel je faisais mon stage
m'a envoyée en Afghanistan en 2003 pendant mon stage. Directement. Ouais. C'est incroyable, ça. On a l'impression que si on va demain dans une rédaction, il faut faire 10 ans de photocopieuse avant d'avoir un premier reportage. Carrément. Sauf qu'en Angleterre, ils sont quand même vachement plus détentes là-dessus. Ils donnent plus facilement la chance aux stagiaires d'essayer de montrer. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu énormément de temps. Je crois qu'en fait, personne dans mon journal local n'avait trop envie d'y aller. Ils avaient peur. Peut-être ils avaient peur, j'en sais rien. Mais moi, quand mon boss il m'a dit « j'ai un truc pour toi », j'étais là, mais je suis ton homme, quoi. Mais carrément, carrément. Ma mère a vachement flippé, évidemment. Enfin, mes parents, ils ont cru que j'étais devenue folle. Peut-être pour contextualiser, on était en quelle année? C'était en 2003. Ah oui, donc il y a 21 ans. Mhm. Et voilà, et ben pour moi, j'avais pas tellement voyagé avec mes parents, un peu, mais pas dans des pays comme l'Afghanistan, quoi. Et qu'en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu comme une espèce de révélation de me dire que je me trouvais exactement là où je voulais être et que j'étais en train de faire exactement ce que je voulais faire. Comme ça, tout de suite en descendant de l'avion? Non, mais le lendemain ou 2 jours après, j'étais là, en fait, je veux faire ça toute ma vie, quoi. Je suis là où je veux être. Et je sais pas si pour tout le monde c'est pareil, mais pour moi, c'est assez rare d'avoir l'impression d'être complètement en phase avec le moment, avec mes envies je fais partie de ces gens qui pensent toujours que ils sont en train de louper quelque chose parce que ça a l'air d'être mieux là-bas ou plus. Voilà. Et donc d'avoir des moments comme ça, de se dire que je suis exactement là où je veux être, c'est assez rare. Et donc voilà, pour moi, c'était sûr, quoi. Je voulais faire ça. Et là, tu avais 22 ans, c'est ça? Il faut faire les maths. Je dis 46. Tu as fait le droit, rappelons-le. Moins 21. Non, j'étais un peu... Bon, ça me paraît bizarre. Bon, si, c'est ça. Donc 25. 25. Envoyé par le journal britannique, directement là-bas, alors que le conflit est encore assez jeune, si je puis dire. Mais en fait, c'était une époque assez magique parce que l'Afghanistan est débarrassé des talibans en 2001. Il y a eu le 11 septembre. Mais là, on n'est plus dans la phase dure de la guerre à ce moment-là. Les premières élections démocratiques arrivent dans le pays en 2004, donc pas longtemps après. Donc c'est déjà en train de s'organiser. Il y a une espèce d'espoir dans l'air hyper électrique. Les Afghans, ils y croient tous en se disant mais ça y est, c'est toute cette guerre, toutes ces morts, tout ça, c'est derrière nous. On va enfin avoir droit, nous aussi, à notre démocratie, nos moments de paix. Donc c'était assez génial. On était, nous les Westerners, on était hyper bien accueillis par les Afghans. On allait acheter un tapis, on était invités au mariage du fils, de la fille. C'était un peu bien vu de traîner avec des Occidentaux parce qu'à l'époque, on représentait encore cet espoir. Un futur plus beau que ce que le passé avait été. Et justement, quand tu arrives là-bas, parachuté par le journal britannique, tu es toute seule ou tu es avec une équipe ou tu suis l'armée américaine, en fait, là, britannique? En 2003, je suis avec l'armée. En fait, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé. C'est parce que là où j'étais à Lincoln, il y avait une base aérienne de la Royal Air Force. Et c'est avec eux qu'on part. Par contre, je pense que dès que j'ai fini mon stage, je me dis, voilà, je veux repartir. En fait, c'est assez naturel, je veux repartir en Afghanistan. Et donc, en fait, j'y retourne en 2004, l'été 2004. Et là, je décide d'y aller je prends un billet simple. À la base, je me dis, mais je vais y aller pendant 3 mois. Je prends toutes mes économies. J'emprunte un peu d'argent à ma grand-mère, justement, pour m'acheter ce billet d'avion. Et je pense rester 2-3 mois. Et en fait, j'y suis restée 4 ans. Et quand c'est comme ça, tu te dis, c'est tout un programme de vie, en fait, qui change. Tu déménages carrément sur place.
c'est un truc que tu prépares longtemps à l'avance ou comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si c'est... euh, voilà. Moi, je suis hyper brouillon dans la vie, hyper spontanée et tout ça. Et donc, en fait, quand je pars, je ne suis pas du tout préparée. Mais carrément pas du tout. Et donc, dans l'avion qui m'emmène en Afghanistan, à l'époque, on prenait Azerbaijan Airlines. Donc, on faisait un Paris-Bakou, Kaboul. Et dans le vol, j'ai pas une attaque de panique, mais je commence à avoir l'angoisse qui monte vraiment. Je commence à pleurer, à me dire mais dans quoi je suis allée me mettre? Je sais même pas où j'allais dormir le soir. Je connaissais personne. Je savais même pas quelle langue ils parlaient, quoi. Enfin, c'était franchement quand mes parents ils me disaient que j'étais inconsciente de partir. Franchement, c'était de l'inconscience que ce soit aussi peu préparé de ma part. Mais bon, j'imagine que c'est comme ça que les grandes choses arrivent aussi, quand tu te mets en difficulté. Mais là, j'avais poussé un peu le bouchon. Et en fait, dans le vol, notre escale à Bakou, à l'époque, il fallait payer $100 pour sortir de l'aéroport ou sinon rester dans l'aéroport pendant 12 heures. Et je m'étais dit, bon, je vais pas commencer à dépenser $100 pour rien. Donc, je reste à l'aéroport. Et à l'aéroport reste aussi une fille qui a l'air très sympa et un mec. Et cette fille, on commence à se parler. Elle est toulousaine. Elle part aussi à Kaboul. Et elle va rejoindre son oncle qui a monté un restaurant français à Kaboul. Et donc, on accroche bien et tout. Elle me dit, bah, moi, je vais l'aider un peu. Donc, rejoignons-nous quand on peut. Et ça m'a bien aidée parce qu'une fois que je suis arrivée à Kaboul, assez rapidement, le lendemain, je suis allée frapper à la porte du restaurant français qui s'appelait l'Atmosphère. Et ils m'ont donné le gîte et le couvert en même temps, enfin, en échange de quelques services dans le resto et dans le bar. Ça a été un peu ta porte d'entrée dans le pays finalement. Oui, bah, Via carrément. Une amie française. Ouais, carrément, parce que du coup, j'avais un cadre, j'avais un endroit où dormir, je pouvais manger. Et en fait, comme je tenais un peu le bar et le resto, ça me permettait aussi de rencontrer plein de monde, de prendre le pouls du pays. Enfin, ouais, ça a été vraiment une chance inouïe, quoi. Par convivialité. Ouais. L'art de la table français partout dans le monde, finalement. Exactement. Autour de quelques bières, tout va toujours mieux, voilà. Et petit à petit, tu t'es établi dans le pays, tu commences à rencontrer des autorités ou comment ça se passe? Et en fait, petit à petit, je rencontre surtout, bon, il y a quand même des gens qui sont un peu au courant que je suis partie, donc qui me disent, notamment un ami de mon boss, de mon journal local, qui avait mis au courant quelques-uns de ses potes journalistes. Enfin bon, et donc, je me retrouve avec un autre journaliste anglais cette fois, qui est pareil que moi, qui vient de débuter, qui vient d'arriver en Afghanistan. Et donc, on décide de travailler ensemble en binôme, ce qui est vraiment quelque chose de hyper précieux, hyper rassurant quand on arrive quelque part d'être à deux. Et au début, on fait des sujets, mais je sais même pas comment on a l'idée de ces sujets, mais des trucs vraiment tout pourris, quoi. Genre les combats de chiens à Kaboul, les combats de cailles, les wedding boom. Donc bon, mais c'est pas grave parce qu'on essuie les refus, bien évidemment, de toutes les rédactions. On se démoralise pas et on continue et continue. Et en fait, je me souviens que quand je rentre pour Noël, pour voir mes parents et tout, je dois prendre cette décision. Est-ce que je rentre définitivement ou est-ce que je retourne à Kaboul? Tu te mets un ultimatum, en fait. Oui. Et là, en fait, donc il s'appelle Tom, le journaliste. On commence on commence quand même à être un peu meilleur dans les histoires qu'on pitch et tout. Donc, on commence à faire des histoires pour la BBC. On en a fait une pour Libération. Enfin, voilà, tout doucement, ça commence un tout petit peu à partir. Et donc, on décide d'y retourner. Et franchement, j'ai bien fait parce
parce que c'est là où on s'est... En tout cas, moi, c'est en Afghanistan où je suis née en tant que photographe, et lui, je pense qu'il est aussi né en tant que journaliste. On a commencé à s'épanouir et à comprendre un peu comment ça marchait. Et voilà, ça a changé ma vie. Et aussi en trouvant justement, en pitchant mieux ces histoires, en affinant un peu le trait, de savoir un peu qu'est-ce que les rédactions internationales cherchent par rapport au pays. Et c'est toute une recherche, une découverte aussi. Comment se crée la relation justement avec les grandes rédactions un peu partout dans le monde? Parce qu'ils ne te connaissent pas. Au début, tu n'as pas de réseau, comme tu viens de le dire. Donc, tu t'envoies un mail. Au début, c'est hyper compliqué parce que, en fait, et surtout en France, atteindre, enfin, ne serait-ce qu'avoir le rédacteur en chef qui lise votre mail pour lire le synopsis ou répondre au téléphone, c'est déjà un premier pas qui n'est pas si facile à passer. Alors, j'ai eu de la chance que j'avais gagné un prix, j'avais été finaliste d'un prix étudiant de Paris Match. Donc déjà, comme j'étais un des finalistes étudiants, le rédac chef, l'adjoint du rédac chef photo m'avait reçu. Donc déjà, c'était un premier truc. Et il m'avait promis, bon, mais quand tu pars en Afghanistan, je lirai tes mails et tout ça. Et donc, j'avais mis ça derrière l'oreille. Mais finalement, je crois que quand je suis revenue en France pendant l'été, donc presque un an après mon départ en Afghanistan, y avoir travaillé, quand je suis revenue, j'ai fait la tournée des popotes avec des sujets que j'avais déjà produits en Afghanistan. À l'époque, ça coûtait pas très cher, puisqu'on était à deux, on se débrouillait pour monter dans des voitures de potes, dans des voitures de l'AFP. De temps en temps, on en louait une, mais bon, on faisait de la débrouille. Les fixeurs ou les fixeuses, c'était des étudiants qu'on prenait qui traduisaient surtout. Donc, on payait, je sais plus, $50 par jour. Enfin, voilà, ça ne nous coûtait pas cher de produire des histoires. Tu ne parles pas du tout la langue non plus là-bas. Donc, tout doit être traduit, tout doit être interprété. Ouais. Et idem pour ton collègue. Oui, exactement. Il faut nous traduire, parce que là-bas, on parle dari. Le dari, maintenant, assez rapidement, on peut avoir, on va dire, quelques petites discussions de taxi, quoi. Genre, ça va, il fait beau, il fait froid, t'as des enfants, super. Bon, voilà, ça s'arrête là. Mais oui, il nous faut un traducteur pour aller un peu plus loin, surtout pour le journaliste. Et en plus, on commence à faire des histoires sur les talibans qui commencent un petit peu à revenir dans le pays. Et en zone, donc c'est en zone Pashtun, là il faut parler Pashtun, donc c'est une autre langue aussi. Donc oui, on a vraiment besoin d'un fixeur. Et donc quand je rentre pour les vacances d'été, voir un peu ma famille et tout, et bien là, avec toutes les histoires produites et des envies d'histoires à produire, je rentre et je fais la tournée des popotes. Et je vais tous les voir, en fait ils ne sont pas si nombreux que ça, en montrant. Et comme à l'époque, on parle énormément de l'Irak, parce que en Irak, à cette époque-là, donc on est en 2005, 2006, la guerre est à son paroxysme. La plupart des journalistes et tout ça, des rédacs sont envoyés en Irak. Et donc après, ils sont un peu obligés de me donner ma chance, puisque je suis sur place, donc je leur coûte pas cher et tout. Ils disent, au pire, de toute façon, ça nous aura coûté rien du tout, quoi. Donc, comme ça, petit à petit, je fais un reportage pour un magazine, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Toujours en pur freelance à l'époque. Tu as juste des accords de principe avec les rédactions. Je suis toujours freelance, d'ailleurs. D'accord. C'est un choix ou c'est En fait, ça n'a pas eu besoin d'être vraiment un choix, parce qu'on m'a jamais proposé. Donc, j'ai jamais eu à refuser de m'engager dans une rédaction. Après, j'ai jamais non plus trop essayé. J'ai toujours apprécié cette liberté de pouvoir travailler pour plusieurs rédactions, avoir un sujet qui nous plaît, du coup le proposer à l'une ne le veut pas, on propose à l'autre. Et du coup, faire vraiment des reportages qui nous tiennent à cœur, qui ont du sens pour nous. Tout ça étant dit que cette année, 2024, pour moi, c'est très compliqué. Ouais. J'ai vraiment du mal
à garder confiance, que j'envoie plein de synopsis. J'ai eu plein de feux orange qui sont jamais passés au vert pour des questions de visa qui sont quand même de plus en plus compliquées à avoir aussi. Ça commence à devenir, je trouve, extrêmement... ouais, de plus en plus dur, mais là, je trouve presque pas impossible, mais on y est presque, quoi, à l'impossible. Dans la faisabilité des choses? En tout cas, non, de les faire, oui, mais c'est de plus en plus difficile. Donc, ça prend de plus en plus de temps, ça demande de plus en plus d'argent des rédactions qui en ont de moins en moins, et donc de partir, de vivre que de ça, quoi. Et les rédactions, justement, ils t'avancent des fonds pour pouvoir mener à bien le reportage? Comment Oui, ça se passe? moi, c'est en fait, depuis... En fait, à chaque fois, je me suis dit, bon, une rédaction, c'est normal que pour la première fois, ils n'aient pas confiance en moi et que donc, ce soit moi qui prenne les risques d'avancer l'argent. Voilà, on n'est jamais le meilleur... Enfin, celui qui croit le plus en nous, c'est nous. Donc, pour une première fois, et après, je considère qu'une fois que j'ai prouvé que j'avais fait le reportage, les produits, je l'ai rendu, il y a tout ce qu'il faut, après, c'est à eux de prendre les risques. Donc non, moi, je prends plus ces risques. Je leur soumets l'idée. Si elle leur plaît, ils débloquent les fonds pour produire le sujet. Donc, payer tous les frais. Les fixeurs, les déplacements, les billets d'avion. Tout, ouais. Oui, parce que c'est pas à moi, individu, de prendre ce genre de risque, quoi. Parce que ça représente quand même des sommes importantes, j'imagine. Ça représente des sommes importantes, oui. Franchement, c'est au moins 4 000 € pour produire un sujet. Au moins, c'est le minimum, quoi. En restant combien de temps sur place? Et du coup, à 4 000 €, on ne peut pas rester très longtemps. Enfin, ça dépend. En fait, il y a des pays où... maintenant, en Afghanistan, un fixeur, ça va coûter 350 $ au bas mot. Par jour ou par semaine? Par jour. Donc, ça va vite. Ça va très vite. Et si on sort de Kaboul, ça peut aller à 450. Ça va très vite. Au moment de la guerre à Mossoul, c'était 400 $ minimum pour un fixeur, parce que tout le monde voulait y aller. Donc, les fixeurs, ils avaient qu'à choisir l'offre et la demande. Donc, voilà. Après, quand il y a des télés américaines qui passent par là, qui, elles, montent à des prix comme 800, 1000 $. Après, derrière, on a du mal à aligner. Donc, oui, ça peut coûter très cher. Et c'est pas... en plus, je trouve que c'est pas rendre service à notre profession que de offrir ça aux rédactions. C'est pas à nous de l'offrir. Ça les intéresse. Elles savent qu'on travaille bien parce qu'on leur a déjà prouvé. Donc, à elles de mettre la main à la poche, quoi. Ça me paraît normal. Participer au risque d'ordre financier déjà. Ouais, ne parlons même pas du risque tout court. Exactement, parce qu'après, en plus, c'est un peu trop mal les habituer que de leur dire, parce que il y en a qui essayent de dire, des rédactions qui vont dire oui, par contre, on aimerait bien le voir en primeur, en primauté. Enfin, dès que vous rentrez, vous nous le montrez. Non. Si vous voulez le voir en premier, c'est que vous êtes intéressé. Donc, désolé, mais vous participez, quoi. Et généralement, tu as un accord de principe avec eux avant de partir. Oui. Pour établir. Et dans la durée, donc on disait ça dure pas très longtemps, parce que le coût est tellement élevé. On parle de 2-3 semaines alors. Ouais, plutôt 2 que 3 d'ailleurs. Ok. Donc ça t'amène à une obligation de résultat très rapide dans une zone hostile. Ou potentiellement hostile. Oui. En fait, ça nous oblige à travailler beaucoup plus en amont, ce qui franchement fait gagner du temps. Mais il y a un inconvénient, c'est que ça ne nous permet plus de l'imprévu. Alors qu'un reportage, c'est quand même un peu ça. C'est partir, tiens, j'avais pas prévu ça, où je découvre quelque chose sur le terrain et donc je décide de suivre parce que j'ai un peu de temps, j'ai un peu de battement, au feeling. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Tout ça.
Et là, ça nous oblige à être plus contraints par une obligation de résultat dont on ouais, parlait. un timetable aussi, où chaque jour, on a ça de prévu. Après, on avait prévu que le lendemain, on allait là. Donc, il faut, voilà, voilà, on peut encore s'accorder de prendre ce truc, mais du coup, il faut un peu se battre avec le journaliste pour savoir si vraiment on y croit, parce que du coup, ça va tout reculer de un jour. Enfin, voilà, tout est devenu vachement plus lourd dans la prise de décision, et qui peut un peu, enfin, on peut quand même être contraint. On est évidemment contraint en fait par ce temps imparti vachement plus court, quoi. Et c'est des dilemmes terribles alors, quand tu es sur place, de choisir, tiens, on va là, on continue, on fait encore 50 km, ça. Ouais. Oui, des dilemmes terribles et qui sont un peu... En plus, moi, bon, ça va, j'ai quand même 20 ans, un peu plus de métier derrière moi. Donc, et les rédactions, en fait, en tout cas en France, elles ont très peu changé. Donc moi, je deal toujours avec Romain Lacroix, le même que j'avais vu quand j'étais étudiante il y a 22 ou 23 ans. Au Figaro Magazine, c'est le même. Enfin, donc, il y a une relation de confiance qui s'est construite, où je peux envoyer un petit WhatsApp et dire non mais attends, franchement, j'y crois, je pense que oui. Bon, et puis il va me dire bon mais ok, vas-y, ou fais comme tu veux, ou même je me sens assez à l'aise pour ne même pas leur demander et me dire non mais je sais, je crois en mon instinct, je vais le faire. Mais c'est beaucoup plus dur, par exemple, si on débute et qu'il n'y a pas encore cette relation de confiance qui est établie, et de se dire il faut absolument pas décevoir, donc je vais faire ce qu'on attend de moi et pas plus, parce que cette contrainte d'argent et de temps. Et comment ça se construit cet instinct? Il y a un cheminement? Je sais pas, j'imagine que quand même, dans ce métier de photographe, on est assez instinctif, puisque prendre une photo, c'est quand même de l'instinct. C'est-à-dire que tout n'est pas tellement intellectualisé. C'est hop, ça rentre dans le cadre, et puis le doigt presse. Et on sait, même sans regarder derrière, que on a la photo qu'on voulait, ou non, au contraire, elle est ratée. Enfin, et donc, je crois que c'est du flair, de l'instinct, peut-être comme un détective ou un policier, où on sent que il faudrait aller là-bas, ça vaut le coup. Je sais pas. Moi, je fonctionne, je suis quand même assez à l'écoute de ce que me dit mon instinct. Et en plus, surtout, je trouve dans les zones de conflit où on nous le dit assez souvent. Et il faut savoir écouter ce qu'on ressent, parce que parfois le danger, il va pas, enfin voilà, il n'arrive pas écrit en grosses lettres, c'est des petits signes. Parfois on ne sait même pas expliquer, mais c'est la somme de ces petits signes qui va nous faire penser qu'il y a un truc qui va pas et qu'il est temps de bouger, ou qu'on n'est pas vraiment en confiance avec l'interlocuteur avec lequel on est, ou voilà. Justement, tu en parlais. La première fois que tu étais en Afghanistan, c'était une période un peu plus douce, on va mettre beaucoup de guillemets, mais ça s'est corsé par la suite. Dans ta carrière, tu as assisté à des scènes terribles, on le voit très clairement dans tes photos. Comment tu vis ça, finalement, cette augmentation crescendo de la violence? En fait, c'est assez triste pour moi, parce que c'est vraiment, l'Afghanistan, c'est mon pays de cœur. Quand j'ai eu cette espèce de révélation dont je te parlais tout à l'heure, pour moi, c'était presque comme si j'étais née en Afghanistan et c'était mon baptême, tu vois. Enfin, et du coup, je connais Kaboul mieux que Paris. Je me repère vachement mieux. À Paris, je me perds. Dès que je vais de l'autre côté de la Seine, je suis paumée et tout. Kaboul, pas du tout. L'Afghanistan, je crois que je suis allée dans pratiquement toutes les régions et tous les districts, alors que je l'ai même pas fait en France. Et donc, je suis toujours les nouvelles de l'Afghanistan, et ça me fait toujours quelque chose, un peu comme si... Tu étais une expatriée, en fait, de là-bas. Ouais, voilà. Tout en étant en France. Ouais, exactement. Et donc, je suis ça. Et là, j'y suis retournée en décembre. Et franchement, c'était
c'était un crève-cœur. Je suis rentrée, j'étais déprimée parce que j'ai trouvé le pays vachement changé. Alors, il y a eu plein d'épisodes. Moi, l'Afghanistan, j'y vais au moins 2 fois par an. Et là, depuis que les talibans ils avaient pris le pays, j'y retournais 3, 4, 5 fois par an. Sauf toute l'année dernière où j'ai pas réussi à obtenir mon visa enfin mon visa si, mais mon permis de travailler donné par les talibans. Et du coup, j'ai attendu pendant 11 mois mon permis. J'y suis finalement arrivée en décembre. Et là, j'ai trouvé un pays où il y avait plus de femmes. Plus de femmes. Le marché qui était un lieu de vie intense, où il y avait plein de femmes qui se croisaient, qui achetaient, enfin, qui étaient vibrants. Ben là, maintenant, c'est plus du tout vivide. Il n'y a que des hommes, même dans le marché des tissus. Tout le monde est habillé de manière un peu sombre. Enfin voilà, c'est presque un pays mort, quoi. Et plus vraiment une espèce de... Par exemple, quelque chose qui ne serait jamais arrivé avant, j'ai eu des gamins des rues de 10 ans, 9 ans, qui vont à moitié, non, carrément m'insulter en me disant que mon voile est mal mis. Alors qu'il y a, mais même il y a 2 ans, il y avait un espèce de respect déjà déjà entre un gamin et une femme, une invitée surtout, une invitée, parce que clairement je suis pas afghane, et en Afghanistan il y a vraiment cette culture de l'hospitalité où on doit faire en sorte que l'étranger soit accueilli et se sente bien. Donc d'avoir un gamin de 10 ans qui m'insulte devant les autres parce que mon voile est mal mis, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est perdu, mais profondément perdu, quoi. Et À quoi tu l'attribues? Eh ben, je l'attribue au fait que le gouvernement est tellement en train d'effacer et je sais pas comment on dit, je sais pas s'il y a un mot qui exprime déshumaniser peut-être la femme, que elle est même plus. Donc maintenant en Afghanistan, avant, on me voyait d'abord comme une invitée, après comme une femme, et là maintenant on va me voir déjà d'abord comme une femme et donc rien. Et invité, on s'en fout, quoi. Donc c'est ça, je crois qu'ils ont vraiment, en 2 ans, réussi à déshumaniser la femme, quoi. Et justement, en tant que femme photographe, travailler, entre guillemets, En 3 ans, avec pardon. les talibans, comment ça se passe? Tu arrives à négocier avec eux? Déjà, est-ce qu'ils veulent bien négocier avec toi? Ou travailler avec Alors, toi? bizarrement, avec les talibans, les talibans dirigeants, alors les talibans combattants, moi, les premiers que j'ai rencontrés, c'était en 2006, donc c'était il y a quand même très longtemps. Et j'ai jamais eu de problème avec eux, soyons clairs. Mais à chaque fois, c'est-à-dire que je passais par la hiérarchie, c'est-à-dire que je demandais à rencontrer des talibans, ça remontait à leur... c'est une organisation... Enfin, C'est très administratif, en fait. une organisation très pyramidale, très hiérarchisée et très administrative. Ça remontait au chef de la com qui cherchait dans ses commandants qui voulaient bien rencontrer des journalistes. Le commandant disait OK, ça remontait à la com, ça redescendait à nous. OK, très bien, Abou machin vous attend. Et ça prend plusieurs jours, ce Oui, process? en fait, bon, après, il ne faut pas être débile non plus. C'était de la com. Donc, ça, à chaque fois, ils nous servaient le message qui servait à leur communication à ce moment-là. Donc, c'était assez bien rodé. Je veux dire, si, par exemple... et d'ailleurs, j'ai vu que ça se rodait de mieux en mieux. Au début, c'était un peu du...
Bon, personne ne savait trop comment réagir, donc c'était très spontané, c'était très bizarre, mais très, on va dire oui, c'était moins, enrobé. Mais après, au fur et à mesure des années, c'était si jamais il y avait eu une attaque, je ne sais pas si vous vous rappelez l'attaque qu'il y avait eu sur, cette maternité, à Kaboul, qui était vraiment odieuse, enfin des nouveau-nés, tués, des mamans, qui viennent d'accoucher, enfin le truc qui est vraiment, enfin personne ne peut prendre la responsabilité tellement c'était atroce. Et ben nous, quand ils nous ont reçus quelque temps après, voilà, ils nous ont montré que dans les territoires qu'ils, contrôlaient, voilà, ils nous ont bah, évidemment, on est rentré dans une maternité, que les femmes étaient bien, traitées, qu'ils étaient plutôt, des, peaceful, inoffensifs. Voilà, donc là, ils vont se montrer. Si à un moment, quand ils étaient en train de négocier, des accords de paix avec les Américains, là, ils nous ont accueillis et là, c'était plutôt une démonstration de force où ils sont tous venus rassemblés dans les montagnes pour montrer que, parce qu'à ce moment-là, c'était important pour eux de montrer que pour faire plier les Américains, ils étaient puissants et tout. Donc oui, mais sinon, je n'ai jamais eu de, de talibans où à cause de mon genre, d'être une femme, c'était un problème. Pour le coup, avec ceux que je rencontrais, comme je les rencontrais en tant que journaliste, je crois que j'étais d'abord journaliste et après femme. Et en plus, on avait quand même ce statut d'être femme, mais une femme occidentale. Donc, on n'avait pas les mêmes obligations que les femmes, leurs femmes à eux, quoi. Donc, on était un peu cette espèce de troisième sexe. On n'est pas un homme, pas les femmes telles qu'ils la connaissent, cette espèce de truc qui, quelque part, les fascine un peu, les dégoûte un peu, mais les excite un peu, voilà, où ils peuvent se permettre plus de choses qu'ils se permettent avec le local, genre nous regarder vraiment droit dans les yeux, nous dévisager quand on est en train de manger, comme si plus, bon, ben, ce dont je te parlais tout à l'heure, cette espèce de toute façon, une invitée, donc bénéficier d'une hospitalité, d'une bienveillance, de toute façon, qui est due à l'invité, quoi. Raconte la forme avec le fond. Tu venais de parler beaucoup des préparatifs qui prenaient un temps certain. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, ben, déjà la première chose, surtout si je connais pas le pays, parce que je peux très bien partir dans un pays que je connais pas ou pas bien, ou traiter un sujet, que j'ai pas traité avant, donc voilà, c'est trouver le fixeur. Et ça nous est rendu, beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux. Alors là, c'est pour ça, les réseaux sociaux, c'est super, notamment, sur, Facebook. Maintenant, il y en a aussi sur WhatsApp et tout, mais les premiers, c'était sur Facebook. Il y avait un groupe secret de journalistes à travers tout le monde où on s'échangeait des noms de fixeurs. C'était genre, salut, je pars demain au Nicaragua, est-ce que quelqu'un a un fixeur? Quelqu'un qui revenait du Nicaragua allait te dire, ben ouais, moi justement, je connais un tel. Et puis si jamais quelqu'un me demandait un fixeur sur l'Afghanistan, ben évidemment, là, j'ai plus enfin, je suis plus utile, donc je peux les aider. Et il y avait cette espèce de groupe comme ça qui est top, quoi, parce que vraiment, du coup, le truc qui peut te prendre des... Parce avant ça, il fallait souvent aller téléphoner à des journaux locaux pour voir s'il y avait des journalistes qui travaillaient sur ce thème-là, qui éventuellement aimeraient bien nous aider à travailler, parce que bon, bah, ils étaient toujours contents de se faire un petit peu d'argent en plus. Donc, enfin, tu vois, c'était vraiment un long process. Là, c'est très rapide. Et en plus de confiance, tu vois, parce que c'est des échanges entre confrères, consoeurs. Voilà, et si, par exemple, il y a un moment où ça se passe mal avec un fixeur,
et ben, le confrère va dire attention avec l'un, voilà, c'est... Voilà. Pour en venir à la pratique vraiment photographique, l'acte photographique, comment tu bosses? Tu refais 50 fois la même photo, tu composes énormément ou tu es plutôt dans l'instant? Quelle est ta manière de faire? J'ai un peu changé au cours de ma carrière. Au début, j'avais tendance à prendre plein de photos. Tu reproduisais tout en la même avec des petites Souvent, variations? voilà, mais en fait, je pense que c'est aussi quand on débute et qu'on est un peu stressé ou qu'on n'est pas sûr d'être vraiment légitime et où, du coup, on va pouvoir penser en prendre plus. En fait, ça marche pas trop parce que déjà, si on a tout le temps l'œil derrière le viseur, on perd un peu on oublie de regarder ce qui se passe là, ce qui se passe là, ce qui se passe même derrière. Et donc, on peut louper des choses qui sont presque plus importantes. Et en plus, après, à l'editing, tu te retrouves devant ton ordinateur à passer des heures à te dire alors, je prends celle-là, où il est comme ça, ou c'est mieux quand il est comme ça, ou c'est mieux quand il est comme ça. Enfin, voilà. C'est beaucoup de perte de temps. Et maintenant, je suis beaucoup plus rapide. Je prends... si vraiment je sais que je suis en train d'avoir la photo qui va faire la double page, c'est-à-dire l'ouverture, bon, j'ai peut-être y passé un plus de temps. J'ai un peu plus tourné parce que je sais qu'il y a un truc jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose, à une photo. Tu sais, en fait, il y a, en tout cas pour moi, à un moment, je vois la photo dans mon œil, plutôt dans mon cerveau. Et après, je vais essayer de la faire. Et souvent, dans mon appareil photo, ça va me prendre quelques minutes pour avoir celle que j'ai dans mon cerveau parce que j'avais pas imaginé qu'il y avait ça là. La lumière que j'ai vue que j'ai imprimée dans mon œil, elle est pas pareille que celle qu'il y a dans mon... Voilà. Et donc, je vais... voilà, ça va me prendre parfois quelques minutes. Mais sinon, la plupart du temps, c'est du tac. Ouais, non, oui, ça... Ouais. Et c'est beaucoup plus... du coup, ça me permet d'être vachement plus disponible pour les autres photos autour. Et ça, c'est plutôt où il n'y a pas vraiment une scène avec un danger immédiat, mais quand tu es dans un endroit très dangereux, où il y a des explosions, des snipers ou ce genre de choses, ta pratique est différente alors? Ah ben là, tu vas hyper vite. Là, tu prends le truc. Et là, au contraire, là, il faut se dire que, en fait, à chaque fois que tu vas sortir ton appareil photo, ça va te mettre potentiellement en danger parce que tu vas devoir t'arrêter, tu vois, à part de prendre les photos comme ça et tout, mais tu vas pendant une demi-seconde plus vraiment voir ce qui se passe là, derrière et tout, donc potentiellement. Donc là, pour le coup, tu réfléchis vachement plus et très très vite. Genre, ça vaut le coup, oui, non. Non, bon, hop, on continue. Ça vaut le coup, oui, non. Oui, ça vaut vraiment le coup. Ok, on y va. On l'a fait. Vite fait. Tu vois, c'est plus de la... C'est mécanique un peu. Mais là, pour le coup, c'est très instinctif. C'est genre, si je l'ai pas vu dans mon cerveau, si je l'ai pas vu dans mon œil, ça sert à rien de prendre de la photo pour prendre de la photo. Si en plus ça te met en danger, tu vois, il faut vraiment que du coup réfléchir vite. Il faut que ça clique dans ton cerveau. Le cadre est bon, truc. Et là, vraiment, ça vaut le coup. Tu as une préférence entre les deux moments, le moment chaud et le moment plus serein? Est-ce que l'adrénaline fait que ou... En fait, c'est pas du tout pareil parce que et avant, je préférais les moments chauds parce que c'est plus instinctif, c'est beaucoup moins travaillé, c'est complètement spontané. Tu vois, c'est la photo, elle est devant toi, il suffit juste de la prendre, quoi, et d'être un peu bien placé, évidemment. Tu vas faire ton cadre, mais ça, c'est normal, quoi. Mais en gros, t'as pas besoin de travailler ton truc, c'est en train la photo, elle t'est offerte. Alors que quand c'est des moments calmes et tout, il faut que ta photo, elle soit plus travaillée, il faut qu'elle soit subtile. En plus, tu as le temps. Elle n'est pas forcément... Tu vois, il faut aller la chercher peut-être un peu plus. Et donc, ça demande vachement plus d'implication personnelle de toi. Mais en fait, ça, j'aime de plus en plus maintenant ce travail de recherche
de ta photo qui n'est pas forcément à découvert. Est-ce que des fois tu as vraiment eu peur, mais vraiment très très fort, vraiment, tu dis ça y est, là c'est foutu, j'y suis. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu la première fois où j'ai eu très peur, c'était en 2005, c'était en Afghanistan. J'étais dans un cybercafé en train d'envoyer mes photos parce qu'à l'époque, tu pourrais envoyer une photo. Parfois, tu mettais une journée et tu avais ton WeTransfer et qui arrivait à 99,9. Puis là, il y avait panne d'électricité et il fallait tout recommencer. Enfin, bref, pour te dire, je passais beaucoup de temps dans les cybercafés. Et donc, là, j'étais dans un cybercafé, c'était en mai. Et il y a un moment, moi, je comprends rien, un énorme boom, tout le plafond qui nous tombe dessus et tout. Et donc, c'était... et bon, bref, et j'étais avec une copine, mais on ne se voyait même plus tellement il y avait de la poussière partout. C'est très bizarre, tu regardes, tu es là, bon, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Tu prends ton appareil photo, tu prends tes trucs, tu vois les gens qui sortent plein de poussière, il y en a qui saignent et tout, tu sors par la baie vitrée qui a explosé. Et puis on attend, et puis tu vois au fur et à mesure que la poussière redescend, et ben, qu'il y en a qui ne sont pas sortis, quoi, et c'est ceux qui sont morts. Et en fait, voilà. Et là, c'était un des premiers attentats suicides qu'il y avait eu avec un kamikaze en Afghanistan. Et donc là, en fait, j'ai pas eu peur parce que c'est la première fois où on essaye de me, pas personnellement moi, mais qu'on essaye de me tuer, quoi. C'est vraiment très, comment dire, très bizarre, hein, la première fois où où tu te dis, j'aurais pu mourir pour, en fait, quoi? C'est à partir de là que j'ai eu envie de rencontrer les talibans, en fait, parce que je me suis dit, ça m'échappe complètement, cette espèce d'idéologie où des gens vont aller mourir et faire mourir d'autres gens qui connaissent même pas, ou voilà, juste pour une idéologie. Pour moi, c'était complètement dingue. Et c'est à partir de là où j'ai essayé de rencontrer les talibans et tout. Après, j'ai eu d'autres fois, j'ai été arrêtée en... Là, j'ai eu peur beaucoup plus longtemps parce que ça a pris longtemps avant que je sache que j'étais OK, mais j'étais allée au Mali quand il y avait tous les djihadistes qui descendaient sur Bamako. Et comme on ne pouvait pas passer par le sud et remonter, parce que je savais que tous les militaires ils nous arrêtaient, moi j'ai décidé, grosse maline, de passer par le Burkina Faso et d'arriver directement par le nord, donc par là où ils étaient. Et on a pris un taxi brousse et à un moment, on est dans le taxi et tout d'un coup, après un tournant, on voit, mais je sais pas, 30 personnes allongées par terre. Et en fait, le temps qu'on se dise « Oh merde », il y a les portes de notre taxi brousse qui sont ouvertes, on est jetés par terre. Moi, là, heureusement, j'ai un niqab total et j'avais, je sais pas, le père de mes filles m'avait offert pour Noël un harnais où tu peux accrocher tes appareils photo sur ton corps, quoi. Et du coup, j'ai mes appareils photo pour une fois accrochés avec moi sous ma niqab. Et donc, je me retrouve avec les autres face contre terre et tout. Avec les mecs qui avec leur kalachnikov et tout. Donc, je comprends bien qu'il faudrait absolument pas qu'ils voient que je suis française parce que du coup, j'ai un prix, ils sont en guerre avec la France. Enfin, voilà, vraiment mauvaise position. Donc là, je m'en veux énormément. Je me dis, t'es vraiment allée te foutre toute seule dans la gueule du loup. Et pourquoi? Je venais d'avoir ma fille. Et voilà, t'es grosse maline, tu verras plus ta fille, elle a à peine 3 mois, enfin voilà, ridicule. Et à un moment, je sens que quelqu'un me tire là par mon voile. Et je me dis, ça y est, c'est bon, ils ont découvert que j'étais française. Au mieux, tu vas attendre des années avant de sortir. Au pire, ils vont te tuer là, ils vont te décapiter et tout.
Et donc, il me lève avec la calache et tout. Et je me dis, bon, OK. Il m'amène au chef. Et le chef, devant lui, il a la valise. Mon fixeur, il se baladait avec une valise à l'ancienne avec une clé qui se ferme avec la clé et tout. Et là, le chef, il me parle. Évidemment, je comprends rien en plus. Mais je comprends que, en gros, il pense que la valise, elle est à moi et qu'il veut la clé pour ouvrir la valise. Donc, je fais un peu, bon, truc, il faut que j'aille parler à mon fixeur qui est aussi allongé. Je vais vers le fixeur, je lui parle hyper doucement, pas qu'il entende. Je lui dis, faut aller ouvrir la valise avec la clé. Donc lui, il a hyper peur aussi parce que voilà. Il arrive, il ouvre la valise et dans la valise, il y a je crois, 2500 $ que j'avais donné à mon fixeur pour le payer. Les mecs, ils voient les 2500 $ et du coup, je sais pas, ça les excite à fond. Et du coup, ils nous renfoutent dans le taxi et ils nous disent de nous barrer. Et on se barre. Et voilà. Et là, voilà. Et en fait, on s'en est sortis, quoi. Grâce à tous ces dollars qu'ils ont vus. Et du coup, ils ont arrêté la fouille. Et du coup, ils n'ont pas vu que j'étais française. Et du coup, voilà. Et on a appris après, en fait, que c'était des mecs du Moudjahou qui arrêtaient tous les mecs qui partaient au-devant des conflits, comme ils partaient avec tout ce qu'ils possédaient de plus précieux, et ils les détroussaient, quoi. Et malgré une expérience comme ça, qui est quand même retournée à d'autres endroits plus loin, qu'est-ce qui te motive? En fait, c'est idiot parce que, tu vois, quand j'ai compris, à la seconde où j'ai compris qu'on était sauvés quand il a ouvert le truc, je suis rentrée dans la voiture et la fenêtre était ouverte et j'étais tellement énervée, mais j'étais énervée contre moi, j'étais énervée contre eux, parce que j'étais là, franchement, il y a 4 cons là avec leur calache et ils nous malmènent et il y a tous ces mecs là qui partent avec... J'étais tellement énervée que j'ai pris une photo pendant que le mec ne regardait pas. Mon fixeur, il était fou. Et même moi, j'étais là, j'ai fait la photo. Bon, évidemment, j'ai recaché et je me suis dit, mais tu es débile ou quoi? Enfin, voilà, là, pour le coup, tu vois, c'est une réaction je pense, instinctive qui est que un photographe peut l'avoir. Enfin, on vient d'échapper au pire. Je viens de me dire pendant une demi-heure que plus jamais je ferai ça, que je vais arrêter ce métier et tout. Et ça fait même pas, on n'est même pas encore sorti vraiment du guêpier que... Donc non, je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Enfin, juste, tu vois, c'est de moments vraiment très, très éphémères. C'est jamais un truc qui t'a handicapé, quoi. La peur de mourir, la peur de l'emprisonnement, tu as quand même été, quoi. Non, en fait, je crois que la peur, je l'ai... en tout cas, je ne sais même pas si j'ai eu à l'apprivoiser. Je crois qu'il y a des gens qui naissent comme ça et des gens qui naissent pas comme ça. Pour moi, la peur, c'est un peu une amie. Tu vois, c'est celle qui va faire que tes sens se mettent sont exacerbés. Sont exacerbés, que tu fais plus attention à tout. Tu as même l'impression que le temps passe plus lentement, c'est pour te donner plus de temps de réaction. Voilà, le jour où la peur te quitte. Ouais, ou m'immobilise, ou devient quelque chose qui me donne envie de vomir, ou de trucs. Bon, ben là, c'est sûr qu'il faudra que j'arrête complètement, en tout cas, ce genre de zone, quoi. Mais pour l'instant, non. Plutôt, la peur n'est pas du tout quelque chose que je fuis, quoi. Et j'ai peur. Hein. C'est pas que j'ai pas peur. J'ai peur. Mais je sais pas, ça me dérange pas, en fait. Une vie sous très haute tension. On peut résumer ça, je crois. Ouais. Et puis après, il y a ce truc, c'est un peu... je sais pas s'il est... par exemple,
Moi, j'aime bien aussi les sports extrêmes. Je fais du kite, je fais du snow, j'ai fait des sauts en parachute et tout. Tu vois, il y a cette espèce de truc d'adrénaline quand même. Il faut pas dire que non. Si à chaque fois où tu échappes au danger, cette espèce de truc où tu as l'impression que tu es plus vivant que tout à l'heure. Il y a ce truc en plus. Et en plus, il y a... et ça, c'est vrai que dans les zones de conflit, dans les terrains de guerre, les gens, même si c'est malgré eux, sont sortis de leur zone de confort. Et du coup, il se passe des choses qui sont extraordinaires. Belles ou moches, mais quand il n'y a plus cette zone de confort, l'extraordinaire est partout. Et franchement, c'est un privilège de voir, de vivre ces moments-là qui sont d'une intensité rare. Tu vois des choses tu vois des gens qui font des choses. Tu as un exemple en particulier? J'en ai un, j'ai mieux, mais celui-là, il est assez explicite. Donc, je couvrais le début des Gilets jaunes en France. Et pendant l'acte 3, je me souviens, c'était un 1er décembre, c'est quand c'est devenu vraiment ultra violent, où personne n'a trop compris ce qui se passait. Celle d'après, ils ont envoyé les chars et tout. Bon, bref. Et on se retrouve, et c'est vraiment ultra tendu, il y a des voitures qui brûlent partout et tout. Et on se retrouve à un moment, tous coincés, dans l'avenue de Breteuil, je crois. C'est une des avenues les plus chics de Paris, et devant ce cafetier qui est barricadé. Mais le cafetier, le mec du café est là. Tu connais la réputation des cafetiers parisiens, et encore plus dans une rue comme ça, très chic. Et là, en fait, tout le monde est coincé. Il y a les CRS qui sont d'un côté, les gilets jaunes qui sont de l'autre. On peut pas passer. Nous, les journalistes, un peu au milieu. Le cafetier qui regarde ça, tu vois, et tout le monde est coincé. Puis au bout d'un moment, le cafetier, il dit, bon, il y en a qui veulent aller faire pipi, j'ouvre, puis allez-y, quoi. Donc, et là, bah, t'as des gilets jaunes, et ça, bah oui, bon, ok, moi j'y vais. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui dit, ah, désolé, mais vous seriez pas une clope? Le cafetier, il appelle le garçon et tout, il lui dit, bon, ben voilà, va chercher les cartouches qu'on a derrière, et puis, bah, écoute, ramène de l'eau et tout, il faisait chaud, il y avait eu les gaz et tout. Et puis, tout d'un coup, tu vois, tout le monde est en train de boire un sirop de menthe, fumer une cigarette, des journalistes, des gilets jaunes, quelques CRS, tu vois. Et tu vois, ça, c'est bon, c'est couillon, mais ça a un moment, ce moment ne se serait jamais passé si on n'était pas dans un moment ultra tendu, ultra truc. Tu vois, jamais le cafetier, il lui aurait donné des cigarettes, des sirops et tout. Ce sont des gens qui se croisent mais qui ne se parlent pas en temps normal. Exactement. Et là, juste parce que tout d'un coup, on n'est plus dans son rôle, on n'est plus dans sa case, on n'est plus le cafetier parisien qui est le truc, on n'est plus le gilet jaune, on n'est plus... Ben voilà, tout le monde est sorti de sa case et du coup, on a la liberté de devenir qui on veut. Et ça, je trouve qu'on le voit vachement dans les gens, ils font des choses... Enfin, tu vois, en Ukraine, tu vas avoir des personnes qui te racontent que elles ont au prix, enfin pas au prix de leur vie, en mettant leur vie en danger, elles vont accueillir d'autres personnes. Tu as des personnes qui vont monter des opérations de rescue ou d'animaux, tu vois, qui vont aller dans les bombes et tout pour aller sauver le chien de leur voisin parce que leur voisin est trop vieux. Enfin, des choses qui sont complètement juste parce que, voilà, on est en terrain de guerre, on n'a plus obligé d'être qui on est et du coup, on a toute la liberté de devenir quelqu'un de complètement extraordinaire. Raconte la forme avec le fond. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le terrain des opérations? Ça aussi, ça a beaucoup changé en fait. Avant que je sois maman, j'avais vraiment cette désagréable impression que entre deux reportages, j'étais sur un arrêt de bus, tu vois. Et j'attendais juste celui d'après. Donc, c'était des temps un peu que je remplissais.
Donc, je sortais avec mes copines à boire des cafés. Enfin, rien de désagréable, mais du temps un peu artificiellement rempli et que je vivais vraiment que en reportage. Donc, c'était devenu un peu gênant quand même, quoi. Et, heureusement, j'ai eu mes filles et ça a tout changé parce que du coup, maintenant, mon temps en tant que maman et tout, ben, il est rempli de manière tout à fait authentique et naturelle. Ben, où, voilà, ben, je suis une maman, je fais ce qu'il faut, je suis contente de passer du temps avec elle. C'est des moments aussi privilégiés, des moments cadeaux, quoi. Si un jour une de tes filles te dit je veux faire le même job, tu dis quoi? Ou je veux venir avec toi? Franchement, sur certains, j'aimerais trop qu'elles viennent pour voir. Alors, pas les terrains de conflit et tout, même si j'aimerais bien qu'elles réalisent la chance qu'elles ont d'être dans un pays où elles peuvent aller à l'école, où il n'y a pas la guerre, où elles sont méga privilégiées. Je pense qu'on a beau leur dire, en vrai, tant qu'on ne l'a pas vu de ses yeux, c'est un peu difficile à comprendre. Mais j'aimerais bien qu'elles puissent venir parfois, mais c'est juste que bon, pour l'instant, elles sont un peu jeunes. Mais pour l'instant, on n'en est pas vraiment là, parce qu'il n'y a pas si longtemps, ma fille, ma deuxième, elle m'a dit Maman, je déteste ton métier, je ne comprends pas pourquoi tu prends toujours la vie moche. » Donc voilà. Donc il y a aussi, du coup j'essaye aussi maintenant de montrer des photos de ces instants un peu suspendus, de ces instants qui sont certes sur des terrains de guerre et de conflit, mais des instants comme on en parlait tout à l'heure, des instants jolis, des instants beaux, des instants où on voit que la vie elle continue, que même en terrain de guerre, il y a des histoires d'amour, qu'on continue à se marier, qu'on continue à avoir des enfants, qu'on continue à manger des glaces quand on est gosse et à rigoler et à retrouver. Enfin voilà, que tous ces instants-là existent encore. Et ça, c'est un peu pour elle que je le fais. Pour dire non, mais en fait, c'est pas vrai. Et parce que c'est pas vrai, la vie sur ces terrains-là, elle n'est pas que moche. Tu n'aurais pas fait au début, tu serais plus allé vers une image, entre guillemets, spectacle, une image beaucoup plus dure. Non, c'est pas. Enfin, oui, peut-être, mais c'est surtout qu'en fait, quand on part en assignment, quand on part en commande, on part avec un angle. Et souvent, ces photos, elles sont pas publiées parce elles rentrent pas dans l'histoire qu'on est venu raconter, évidemment. C'est des photos qui existent, mais c'est plutôt des photos que je vais prendre à côté, à un moment, parce que je les croise. Pour le coup, c'est des photos qui me sont offertes, mais qui n'en pas. Et du coup, c'est vrai que moi, je travaille pour les magazines. Les magazines, quoi, ils publient, sur un reportage, ils publient, je sais pas, 10 photos maximum. Et donc, effectivement, cette photo, je sais pas, du gamin qui se balade avec ses barbes à papa, qui rigole, elle rentre pas forcément dans le cadre du reportage. Et du coup, maintenant, je travaille plus pour essayer de les exposer et tout ça, parce que cette vie, du coup, j'en ai une qui s'appelle La vie en rose, elle existe. Et c'est pas une frustration pour toi que les magazines restent sur des choses bien établies, ils veulent quelque chose, tu dois leur fournir quelque chose, et ils passent peut-être à côté d'une information tout aussi intéressante comme tu viens de citer? C'est en fait ce qui est un peu compliqué. Si, c'est un peu frustrant, mais je pense que les magazines eux-mêmes sont frustrés. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on allait donner à un reportage les pages dont il avait besoin. C'était le reportage qui allait dicter le nombre de pages qui allait lui être dédié dans le magazine. Maintenant, le magazine, il va avoir tant de pages pour ce reportage, quoi. Et c'est formaté. Il n'y a pas Et donc, même les rédacteurs en chef photo, j'entends aussi leur frustration. Mais j'aurais adoré. Mais en fait, il faut... Et c'est un peu comme le journaliste qui doit mettre 10 000 mots. Alors, en fait, il en aurait eu. Et donc, on va supprimer tout le gras. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces photos-là aussi font partie du gras, quoi. C'est des trucs
qui seraient bien de montrer, mais qui ne sont pas l'essentiel, enfin le corps de l'histoire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et justement, avec ces images-là, tu les exploites plutôt sous forme après de livres, de travail au long cours ou via les réseaux sociaux pour quand même leur donner une vie. Si. Réseaux sociaux, livres, j'y travaille, mais des expositions. Là, il va y en avoir qui vont être aux Nuits photographiques de Arles, de Perpignan et tout. Parce qu'aussi, en plus, je crois que de montrer cette réalité-là, qui est plus jolie, un peu pleine d'espoir et tout ça, dans nos temps là où tout est un peu lourd, tout est sombre, ça fait du bien et de découvrir que ça existe aussi, je pense qu'en ce moment on en a vraiment besoin. Justement, parlant du temps, est-ce que tu aimes l'époque où tu aurais aimé vivre à une autre époque? Souvent je me dis que j'aurais bien aimé vivre à une autre époque avant en fait, parce que faut pas se mentir, c'est devenu de plus en plus compliqué. Avant quand? Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, non mais en fait, c'est horrible ce que je vais dire, vous allez dire que je suis folle. Mais bref, il y a eu, il y a ma fille, ma deuxième fille, toujours celle de la vie moche là, il y a eu un problème dans l'école où les gamins, ils sont en CM2, hein, ils ont 10 ans, ils allaient dans la cour et ils se disaient Israël ou Palestine, Israël ou Palestine. Et en fonction de si les gamins, les pauvres, ils disaient Israël ou s'ils disaient Palestine, ils faisaient partie du groupe des gentils ou des méchants. Bref, là-dessus, il y a eu les 80 ans de l'anniversaire du débarquement. Donc, je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais emmener mes filles sur les plages du débarquement, histoire un peu de leur expliquer ce qui s'était passé, qu'est-ce que c'était que la Shoah, qu'est-ce qui s'était passé avec les Juifs, le nazisme, tout ça. Et le mettre un peu en lumière, et voilà, et savoir que quand on dit Israël ou Palestine, de quoi on parle vraiment, quoi. Et j'ai eu cette pensée en me disant, je crois que j'aurais bien aimé naître à cette époque. Pour être comme Kappa dans des, Ouais. je sais pas comment on appelle les véhicules qui ont débarqué, Ouais, espèce de je sais container. pas, après c'est n'importe quoi, mais juste ça m'a traversé l'esprit, j'étais putain, mais c'était quand même, ils étaient pas si nombreux, et puis il y avait pas de fake news, il y avait pas de, ils étaient vus comme des héros. Moi, je sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, les journalistes, enfin, ce qu'ils appellent les médias, qui englobent quand même pas mal de gens, un peu de tout et de n'importe quoi, on est vachement mal vus, on est vus comme des ennemis. C'est soit des ennemis, soit des vautours, soit des traîtres, Enfin, on n'est jamais... j'ai pas envie d'être vu qu'on soit vu comme des héros, mais vraiment, on est un peu la fange, quoi. Et on doit en plus... travailler avec enfin se défendre tout le temps justement des fake news et même avec des gens, même avec des amis qui sont éduqués et tout. Parfois, je suis obligée de leur dire, mais en fait, tu peux pas mettre au même niveau un journaliste qui écrit pour Le Monde et un mec qui a écrit un truc sur Twitter ou Instagram en son nom ou au nom d'un groupe ou d'une association et qui dit n'importe quoi. Enfin, il y a quand même... Franchement, si même les gens qui ont une éducation, ils n'arrivent pas à... Et ils donnent la même importance, je comprends pas, quoi. Et après, et du coup, je sais pas ce que ça va donner avec les enfants, mais ça fait peur parce que bah, c'est vrai qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Et si on n'arrive pas, nous, les journalistes professionnels qui avons, j'espère, une éthique ou un code éthique qu'on respecte, à nous différencier d'eux, ça va être compliqué, quoi. À faire la part des choses. Ouais. Pour en revenir à ta pratique photographique, on a vu dans tes images un peu plus récentes que tu avais un peu changé la stylistique. Tu as un traitement avec des images beaucoup plus claires, beaucoup plus un peu désaturées comme ça. D'où vient cette volonté? Peut-être aussi pour en fait,
il y a un moment, j'ai trouvé que je faisais des photos qui étaient trop prisonnières de la réalité. Et que, du coup, en fait, des photos que tout le monde peut prendre. Puisque aujourd'hui, on est tous photographes. Hein, même dans les pays les plus reculés, même en Afghanistan, enfin, je veux dire, c'est pas rare de voir dans un village paumé quelqu'un avec un iPhone. Enfin, je veux dire, voilà, on a pratiquement tous un appareil photo dans les mains. Et donc, notamment aussi pour se différencier, parce que de quelque part les rendre peut-être un peu plus professionnels, avec donc ce traitement qui, moi, me paraît plus... qui différencie un peu de la même photo qui aurait pu être prise par n'importe qui sur un iPhone, parce que je trouve qu'il est très important maintenant de créer ce fossé, quoi. Il y a un côté un peu plus cinématographique aussi à ça. Ouais. Dans la stylistique. Oui, c'est vrai, et c'est toujours, je crois, dans ce souci d'être... d'avoir les photos qui paraissent plus professionnelles. Plus légitimes, du coup, quoi. Nous sommes maintenant à l'été 2024. Tu sais déjà le prochain conflit ou le prochain endroit où tu vas te rendre? Non. Je sais où j'aurais aimé être. Ça. J'aurais aimé être au Yémen, mais j'ai eu mon visa qui a été refusé. Il y a plein d'endroits où j'aimerais être, mais j'aimerais comme plein de journalistes, on a tous besoin d'être à Gaza en ce moment, de voir ça se dérouler avec les images qui nous sont données par soit IDF, soit des associations ou les UN avec ce qu'elles ont pu faire. Franchement, c'est pour les gens du métier, c'est aberrant, quoi. S'il devait rester une seule photo, parce que Raconte est un média qui s'écoute, se lit et se regarde, tu pourrais la décrire pour ceux qui vont faire uniquement nous écouter? S'il y avait une seule photo, en fait, c'est la photo à laquelle je pense le plus, c'est celle que j'ai pas prise, je pense. Et en gros, on est en 2006, c'est au Pakistan, et il y a un énorme tremblement de terre qui vient de se passer. Nous, à Kaboul, on l'a senti, et avec le journaliste Tom dont j'ai parlé tout à l'heure, on décide de partir directement. On prend une voiture et on part à Islamabad, au Pakistan. Et on se rend sur l'épicentre de là où il y a eu le tremblement de terre. Et on est les premiers, on est genre dans les premiers à arriver sur place. Et pour moi, c'est la première scène de chaos total où je comprends rien de ce qui se passe. C'est-à-dire, on arrive, les gens sont encore choqués par ce qui vient de se passer. Donc, tout le monde erre un peu. Il y a des personnes qui essayent de sortir d'autres personnes avec leurs mains. L'armée n'est pas encore arrivée sur place. Donc, les survivants commencent à avoir soif, faim. Voilà. Et il y a l'odeur de la mort partout. Et il y a un moment, cette scène qui est, je pense, la scène la plus... c'est mon cauchemar à moi, quoi. Ça, je me la tourne encore et encore. Je vois arriver un homme qui tient sous son bras le corps d'une petite fille, je ne sais pas, 4-5 ans, qui est apparemment sans vie. Et dans l'autre bras, il tient un sac, genre un sac à patates. Et dans le sac à patates, du sac à patates, échappe, quand il passe devant moi, 2 petites jambes.
Et à ce moment-là, je veux prendre la photo et mon appareil, je peux pas en fait, il pèse 200 kilos. Je peux pas faire le geste de lever mon appareil photo sur moi, enfin sur l'homme. Je regarde cette scène et je le suis. Et en fait, il y a juste un rond-point. Et là, il n'est pas tout seul. Il y a 2 autres hommes qui sont en train de faire un trou avec leur pelle, avec leurs mains, et d'enterrer en fait leur gosse, quoi. Et ça, pour moi, c'est la première confrontation à autant de violence, d'injustice, Bon, voilà. Et là, c'est incompréhensible, quoi. Ça dépasse ce que je peux engranger comme information d'injustice ou de mal ou de douleur. Et justement, quand tu vois des choses comme ça, et tu en as vu pour le moins beaucoup, comment on vit avec un truc pareil? Tu fais des cauchemars la nuit ou... Ben, ça dépend. Après, moi, je crois que je me suis toujours dit que possiblement, je ne rentrerai pas de chaque reportage comme j'en étais partie. Et de l'accepter assez bien en me disant, bon, mais c'est aussi quelque chose, enfin, ça va aussi me faire changer, mais grandir, mûrir, je sais pas. Et en fait, il y a tous ces jolis moments, toutes ces personnes héroïques qu'on rencontre aussi, qui contrebalancent quand même cette douleur. Et puis, dans ce cas précis, où c'était tout ce mal venait d'un tremblement de terre, donc il n'y avait pas de responsable. Ça, tu vois, j'ai décidé de plus en faire. C'est mon premier et dernière catastrophe naturelle. Parce que je trouve que là, comme il n'y a pas de responsable, c'est encore plus dur, c'est encore plus injuste. Alors peut-être que j'en referai, mais en tout cas, je trouve ça plus... Injuste. Ouais, et en fait presque plus facile quand de travailler en se disant qu'il faut dénoncer quelque chose. Là, il n'y a rien à dénoncer. C'est une fatalité. Une fatalité. Et pourquoi eux? Et pourquoi... Il n'y a rien à dire. C'est juste... il faut juste l'accepter, l'avaler sans se poser de questions. Je trouve ça plus facile voilà, quand il y a des gens à montrer du doigt et que du coup, des choses à faire. Peut-être. Eh bien, pour presque clôturer sur une note peut-être un peu plus légère, ça serait quoi la bande originale de ta vie? Une musique qui pourrait te décrire? Je sais pas. J'allais dire la panthère rose, mais c'est ridicule. Non, attends. Peut-être Human de... Comment s'appelle-t-il? Il a un nom un peu à coucher dehors. Je peux regarder sur mon tel. On va chercher. Ouais. On va chercher par la suite, mais on le mettra en description. Et maintenant, la toute dernière question. Qui tu aimerais entendre, voir, lire dans Raconte à ta place? Qui j'aimerais entendre quoi? Voir, lire et entendre dans Raconte. Bah, plein de gens. Plein de gens. On t'en donne 3 si tu veux. Ouais. J'adorerais entendre... J'ai le droit de dire des gens morts ou pas? C'est plus difficile pour les interviewer. Je vois bien, les IA et tout ça permettent des choses, mais on n'en est pas encore là. Okay. Si possible, encore vivant. Encore vivant. J'aimerais beaucoup, beaucoup entendre un photographe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Pourtant, il est assez... Paul Hansen. Il couvre vachement la guerre Gaza et Israël avec une délicatesse que je trouve très hallucinante. Et il a vraiment, comment dire, je le connais pas, hein,
Mais par contre, je le suis sur Instagram et tout. Vous savez, avec Instagram et tout, on a un peu l'impression qu'on rentre dans la vie des gens. Et il n'a pas du tout la tête de son métier. Alors, je sais que moi aussi, on me le dit souvent et que ça m'énerve un peu, mais il n'a vraiment pas du tout la tête de son métier. Et donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui le pousse et comment... En fait, il a un énorme sourire et il a l'air hyper heureux et tout. Je me demande, j'aimerais bien connaître quelles sont ses motivations. En plus d'adorer vraiment, vraiment ses photos. Après, j'aurais bien dit aussi Laurence G. Mais comme c'est une amie, je la connais assez bien. Donc, on se raconte déjà pas mal de choses. Mais elle est assez fascinante et assez surprenante. Elle aussi, ouais. Et juste par curiosité, la personne morte, c'était qui? Kappa. J'aurais bien aimé savoir ce qui se passait sur ces plages du débarquement, tout ça. Quelques réponses. Eh bien, merci beaucoup Véronique pour ton témoignage. Merci à toi, merci, j'étais ravie. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.